Former, c'est un travail d'équipe. C'est le nouvel épisode de Pulse aujourd'hui. La formation, en fait, en entreprise, c'est un véritable défi pour les DRH pour plusieurs raisons. La première raison, c'est un alignement parfait avec les objectifs de la direction générale. Deuxième raison, ça peut être les rapports avec le management. Troisième raison, c'est être sans cesse en train d'essayer de prouver pourquoi la formation a un impact direct sur le business et donc démontrer à certains ROI. Pour aborder ces sujets aujourd'hui, on reçoit Mariana avec Hamza. Salut Mariana. Salut. Je vais te laisser te présenter. Tu es DRH aujourd'hui chez IAG. IAG. Oui. Je suis responsable pour tous les RH Europe du Sud, CIS, Georgia, chez IAG, qui c'est un groupe d'hôtellerie international, quoi. Et voilà. Combien de personnes? Chez IAG? Déjà un DRH, tu vois, qui galère sur le nombre de salariés. Non, c'est intéressant parce que mon structure, c'est un peu différent. J'ai les RH des hôtels, donc chaque hôtel ont différentes quantités de personnes. Donc j'ai des hôtels avec 400 à 500 personnes et des hôtels avec 50... Tu gères des BU en fait. Oui, et là, les RH ont un direct line à moi et je gère les RH qui gèrent les gens. Donc tu gères des HRBP en fait. Oui, exactement. Ok. Exactement. Et comment se structure une équipe RH aujourd'hui et plus exactement une équipe formation? Dans un hôtel aujourd'hui, si c'est correct, parce qu'à chaque fois on galère pour valider que ça c'est la structure correcte, on a une directrice RH, un directeur RH, avec 2-3 personnes en dessus pour gérer toute la partie globale RH et une personne dédiée à la formation. Une ou deux personnes, ça dépend aussi de la taille de l'hôtel. À mon niveau, j'ai une personne avec moi et j'ai une autre personne qui ne répond pas à moi, mais qui est le responsable de formation pour la région, telle comme moi. Okay. Et c'est quoi le rôle exact des gens qui sont responsables de la formation au niveau des hôtels? C'est quoi leur fonction? Normalement, la première fonction, c'est animer la formation sur place. Ouais. Donc, gérer tous les plans de formation sur place. Okay. Idéalement, c'est de gérer la stratégie des formations dans l'hôtel, parce que ce sont deux choses différentes. Ouais. Je vois beaucoup qu'il y a des gens qui exécutent uniquement, quelqu'un qui dit quoi faire, et des autres qui réellement prennent la formation au niveau stratégique et là, met en place un plan plus robuste. Donc, il y a les deux types. Donc aujourd'hui, tu es plutôt sur un modèle avec un responsable formation en centrale et des relais plutôt type formateur dans les hôtels. Oui. Donc avec plutôt une communication descendante vers ces personnes-là. Et toi, ce que tu attends, c'est peut-être qu'ils soient un peu plus moteurs dans la stratégie globale, plus proactifs? Oui, ce que j'attends, c'est même pas pour eux spécifiquement, c'est les RH. Donc, un de mes rôles, c'est de montrer ou pousser les directrices, directeurs RH des hôtels à prendre cette rôle-là, parce que je ne crois pas à cette division. Okay. Mais bien sûr, le responsable formation, ils ont la connaissance formation pour gérer tout ça et pour aider les RH sur cette démarche. Et c'est quoi le rôle du coup entre, que ce soit les responsables formation ou RH au niveau des hôtels et les managers de ces hôtels-là? Et même à ton niveau, c'est quoi la relation que tu as aujourd'hui avec le management et aussi avec la direction? Ça, c'est une belle question. Ça dépend aussi. Alors, pour moi, c'est un peu différent parce que j'ai plusieurs pays et plusieurs niveaux d'hôtels. Donc, ça peut changer. Mais la relation, c'est... Dans un côté, j'ai pas mal de formations qui sont obligatoires pour faire tourner l'hôtel. Et là, les directeurs sont à fond. Parce qu'ils sont... il a des KPI à suivre. Il peut perdre... il y a un tas de choses. Et il y a des autres formations qui impactent les business, mais ce n'est pas tout à fait compris que les formations peuvent aider les business. Donc, j'ai un mix de relations. Moi, j'essaie de bouger la ligne pour montrer que n'importe quelle formation a un impact sur les business. Et c'est là que la relation devient un petit peu... C'est là que tu as du mal à montrer le ROI et à leur prouver que ça va avoir un impact sur leur business, peut-être pas à court terme, mais peut-être à moyen terme. Oui, c'est le ROI, mais je pense qu'il y a un côté mindset aussi, un côté compréhension du résultat de la formation. Donc, ce n'est même pas des ROI, on a une formation liée à les services clients. C'est écrit service client.
des hôtels qui ont des problèmes avec un client ou deux, parfois, un client ou deux, non, mais qui ont des problèmes, des relations clients. Quand on dit, mais pourquoi pas faire une formation service client, ils ont du mal à valider. Ils disent, mais écoute, c'est service client, ça aide. Ouais. Donc, cette culture que la formation a un impact sur le business, pour moi, c'est ça qui je galère un peu pour montrer. C'est ce que tu faisais à l'époque où tu étais en charge de ces opérations chez Etam, notamment. Oui, exactement. Du coup, là, à l'instant, on parlait des formations obligatoires où là, tu arrives à avoir l'engagement de la direction. Mais du coup, ma question est plus sur d'où vient le besoin des autres formations où là, tu arrives à avoir moins d'engagement. Du coup, ça vient d'où ces besoins? Je crois, parce que je ne peux pas dire certainement pour les hôtels, mais je crois qu'il y a 3 gros piliers. Le premier, ça c'est sûr, parce que celui-là, c'est que je gère, c'est les talents. Si on a un plan de développement talent, on sait où sont les besoins, à qui et de quoi. Okay. Ça peut être des trucs plus opérationnels, mais jusqu'à le management, leadership, tout ça. Ça, c'est clair. Les deuxièmes sont des besoins liés à l'opération de l'hôtel. Donc, si par exemple, on a un nouvel système, on a une nouvelle façon d'accueillir les clients, ou la marque change, on a beaucoup d'évolutions sur la marque, là, on arrive aussi à identifier certains besoins. Les plus durs, par contre, c'est ceux qui sont liés à l'individu. Okay. Parce que là, on est directement lié à un comportement qui, ou la personne ne sait pas qu'elle doit changer, donc il y a toute cette partie, il faut montrer qu'il faut faire différemment, ou sinon, des choses qui sont plus dures de changer, qui c'est lié à je veux du comportement nouveau, mais c'est pas ça, à me voir d'une façon différente. Et là, je parle beaucoup de management, beaucoup d'évolution des postes. Aujourd'hui, je suis chef de réception, demain, je veux être manager. Qu'est-ce qui change? Donc ça, c'est le plus dur de faire comprendre. Okay. En plus, tu es dans un secteur qui a été bien chahuté par la crise Covid et où les salariés ont une nouvelle vision un petit peu, une nouvelle perception très profonde de leur rapport au travail. L'hôtellerie a été touchée de plein fouet par ça. Donc est-ce que ça, c'est un point de blocage supplémentaire pour faire évoluer les mentalités des collaborateurs? Est-ce que tu as plus de réticence aujourd'hui et même plus largement, est-ce que les RH ne sont pas en crainte quand ils proposent quelque chose aux collaborateurs de l'ERT? Honnêtement, je pense qu'exactement le contraire. Après le Covid, on a du mal à recruter. Parce que c'est vrai que l'hôtellerie avait un historique d'une industrie qui, les rapports au travail ne donnent pas le temps pour la vie personnelle. C'était ça, les trucs. Aujourd'hui, on essaye de montrer exactement le contraire. Qui dans l'hôtellerie, on peut gérer notre vie personnelle comme toutes les autres industries, mais aussi il y a un parcours de développement dans l'hôtellerie, qui c'est ça autre chose qui commence à changer. Avant, on a toujours pensé, je veux travailler dans la réception pendant 3 mois, je gagne mon salaire et après je pars pour un vrai poste. Quand aujourd'hui, on arrive de plus en plus, et là, les poids de la formation, à montrer qu'il y a une évolution et un développement de carrière dans l'hôtellerie, pas que dans un hôtel, mais dans ma boîte, au moins, dans un grand groupe international. Donc, c'est là qu'on essaie de faire bouger les lignes. Ma question est plus, tout à l'heure on parlait des objectifs business, comment là aujourd'hui tu t'assures que les objectifs RH ou formation sont alignés avec les objectifs de l'entreprise? Est-ce qu'il y a, pour chaque objectif de formation, il y a un lien direct avec les objectifs du coup business ou les objectifs généraux de la boîte? Moi j'adore ça parce que c'est ma bataille avec la formation toute ma vie. La première chose qu'on arrive à faire, c'est de former les RH dans la finance. Okay. Pour comprendre le business côté finance, côté performance, côté KPI. Ça, c'est la première chose. Ouais. Parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait gagné, cette compréhension-là. On est toujours dans notre petite boucle people, personne, développement, mais on oublie qu'il y a un résultat à attendre comme groupe. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on arrive à bien faire ça, ça commence de plus en plus à être plus facile de montrer A plus B. Donc l'année dernière, quand j'étais dans la partie budgétaire avec les hôtels, training était une ligne. Une ligne, si on regarde les PNL, c'était coût. Okay. On est dans les coûts. Ouais.
Donc, j'ai dit n'importe quoi, 20 000 pour les formations. Ça, c'est un coût. Si ma performance, au final, j'ai besoin d'avoir plus de profit d'argent, je vais couper les coûts. Donc, je coupe la formation directement. Donc, l'année dernière, on a commencé à faire un effort pour montrer, OK, ces 20 000 représentent quoi? Parce que si c'est 20 000 que j'avais mis, parce que je ne sais même pas qu'est-ce que ça va faire, oui, on va couper, ça fait 10, 20, ça ne change rien. Mais si les 20 000, on a une stratégie très claire, un objectif direct, qu'est-ce qu'on veut attendre avec ces 20 000, on ne coupe pas. Donc là, ce qui s'est remonté, c'est que les 20 000, c'est pour... on a une formation qui s'appelle Promise Kept, qui c'est lié à gestion des plantes dans les hôtels. C'est obligatoire de le faire. Donc, si ça me coûte 5, 20, 50, je suis obligée de le faire parce que c'est directement attaché au business derrière. Donc, c'est assez, je veux dire assez simple. C'est pas simple, mais c'est assez clair comme ça. C'est Promise Kept, c'est lié à plantes. Plantes, c'est lié à satisfaction client, qui c'est mon KPI. J'ai pas besoin d'y aller plus loin que ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que la notion même de PNL, il y a très peu de RH qui la comprennent et qui la connaissent. Exactement. C'est pour ça moi, je pense que la fonction RH change. J'ai toujours dit, on est dans une nouvelle fonction RH. Si on n'est pas là encore, on va y arriver. Alors, en France, parce que moi, j'ai des amis qui sont DRH internationaux et pour eux, c'est leur quotidien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'essaie de réfléchir. Oui, peut-être en France. Je pense qu'en France, ça nous aide pas, c'est qu'en France, on a du mal à changer, peu importe la fonction. Et les RH, comme c'est une fonction assez traditionnelle, et en plus, la France, c'est un pays assez fort sur les lois de travail, droit social et tout ça. Donc, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps de regarder des choses autrement, et spécialement si on est en train de challenger des choses que la loi dit que. C'est ça, on était toujours cachés par... Les RH se cachent beaucoup sur la loi dit que, mes droits dit que. En fait, les RH, c'est plus large. C'est plus large. C'est plus grand que la loi. Et la loi, elle est là. Mais la relation entreprise et humain, c'est encore une autre chose. J'adore les RH, c'est plus grand que la loi. Je vais le garder, celui-là. Non, mais j'ai un exemple assez basique. Je dis toujours ça. Ici, en France, si on n'a pas un an de boîte et on a un arrêt maladie d'urgence, moi, j'ai eu une appendicite, par exemple. Si on a un arrêt maladie à moins d'un an, l'entreprise n'a pas, dans la loi, elle ne te paye pas ton salaire. C'est la loi. Mais est-ce que c'est une belle pratique côté employeur? Je n'ai pas choisi d'avoir un appendicite 1 mois sans salaire. Ça peut faire beaucoup pour moi, comme mon collaborateur. Mais l'entreprise dit, mais désolé, c'est la loi. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas là pour... Oui, c'est la loi, mais moi, comme entreprise, je fais un effort pour mes collaborateurs et j'aide, je fais n'importe quoi. Tu vois, c'est là que je dis qu'on est plus grand que la loi. La loi, elle est là, mais nous, on est là pour penser, mais qu'est-ce que ça fait du bien pour les collaborateurs et qu'est-ce que moi, comme entreprise, je peux faire en plus. Voilà. Ok. Là, que ce soit au niveau des hôtels ou même à ton niveau, quelle est la relation que tu as avec les managers? Est-ce que tu arrives à les impliquer aussi dans la stratégie de formation? Et c'est quoi leur implication, du coup? Je commence. Pour comprendre ma réalité, parce que c'est bien de faire ça, moi, normalement, avant mon arrivée, l'RH avait sa propre agenda et la formation avait sa propre agenda. Okay. Et la personne responsable pour la formation galérait pour avoir un agenda de formation côté région. Okay. Parce que si chaque hôtel, imagine, si chaque hôtel a son propre RH, en plus, sa propre agenda de formation, imagine une personne ici en train de faire bouger les lignes de tous les hôtels. Donc oui, c'est la galère. Il arrivait que pour la partie des marques, standards de marques, des trucs plus grands comme ça. Quand je suis arrivée, parce que j'ai l'historique de formation, je lui parlais, je dis, mais écoute, il faut qu'on travaille ensemble là, parce que si on n'est pas ensemble, je ne vais pas arriver avec tout mon planning que j'ai pour les talents, recrutement et tout, et toi, tu vas continuer à galérer toujours. Donc là, on a décidé quelle est la priorité pour la région. Donc, peu importe qu'est-ce que les hôtels vont faire, mais on a une priorité région qui s'est liée au business,
qui s'est lié à mon stratégie RH talent, qui s'est lié à la discussion qu'on a eue des besoins région. Et notre focus, c'est ça. Et là, je parle au directeur, je parle au general manager, je parle à tout le monde. Ça, c'est la priorité. Ce qu'ils vont faire après, ils sont libres. Mais la priorité, c'est pas énorme. Hein. On parle des 4 priorités formation et c'est tout. Mais on veut s'assurer que ces 4-là, tout le monde a compris. C'est quoi, du coup, les 4 priorités C'est, comme je dis, la promise kept, qui c'est la partie client. Ça, il n'y a pas de question. Une autre chose que tu vas bien aimer, c'est les departmental trainers. Parce que quand on parle de formation des hôtels, il y a des hôtels qui ont des formateurs, des autres qui n'ont pas. Et même si j'adore les formations en ligne, quand on parle de services, et peut-être dans toutes les industries, il y a une partie qui c'est présentiel, qui doit être présentiel. Et là, on met en place toute cette train de trainers pour que chaque hôtel puisse, chaque département d'ailleurs, puisse avoir quelqu'un pour former sur les lieux de travail. Le troisième, c'est toute la partie management, pas de surprise. Et management à tous les niveaux. Il avait un 4e, c'était quoi? Attends, ça va venir. C'était management, promise kept, departmental trainer et il avait un autre qui je vais me rappeler. Mais c'était ces 4-là qui, nous, on a comme fait un PDP. Et basé sur les PDP, quels sont les profils qu'on va identifier et qu'est-ce qu'on va offrir. Donc, on n'est pas là encore, mais mon idée, c'est d'avoir quand même un cadre. Je dis n'importe quoi. Si j'ai 5 personnes qui ont envie de devenir GM, au moins pour ces 5 personnes-là, on a un minimum de formations qui sont les mêmes. Donc, vous formez les GM à acquérir les compétences pour créer un plan de développement personnel. Tout le monde, pas que les GM. Donc, il y a tout le monde. Il y a une formation pour que tout le monde puisse créer son propre PDP. Donc, moi, je travaille dans un des hôtels. J'ai une formation pour savoir créer mon propre PDP. Et ça vient d'où l'idée d'avoir un des 4 points liés juste à celui-là? Au PDP? Parce que c'est la base, comme je peux dire, c'est la source de formation, en fait. C'est la source des besoins de formation. Je ne dis pas que ça marche, parce qu'on fait la formation, ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. Mais au moins, on montre qui on aide la personne à penser à son plan de développement. Du coup, ça veut dire que tu responsabilises le collaborateur dans son plan de carrière. Tout à fait. Et le manager. Le manager. IAG, c'est une boîte assez intéressante là-dessus parce que IAG, c'est très, très, très line manager. À mon avis, c'est assez trop parfois. Il y a beaucoup de choses qui, ce n'est pas les RH qui est les responsables ou les formations qui est responsable, c'est les line managers. Et là, les PDP aident à ça. Alors, dans toute cette ligne, pour reprendre un petit peu, tu vois, ça klaxonne, donc on sent qu'on est en tension. C'est quoi les plus gros points de blocage que tu identifies, toi, dans ton travail, par rapport à ce travail dans ton mode d'organisation actuel? Point de blocage. La formation, si on perd de temps. Ça, c'est les gros blocages qu'on a, grand, je sais pas, toujours, qui c'est les gens qui pensent encore, c'est génial de faire cette formation-là. Je pense que oui, on a besoin de ça. Mais malheureusement, mon planning, c'est trop chargé. J'arrive pas à laisser mon équipe le temps pour faire ça. Ça, c'est toujours, ça continue. C'est là qui je pense qu'il y a différents formats de formation. Et la technologie et tout ça nous aide. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire une formation de 5 minutes, 10 minutes, on peut adapter. Donc ça, c'est un grand blocage. Le deuxième, c'est, dans ma vision, c'est cette différence des besoins. Donc, comme il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de pays, beaucoup de besoins différents, parfois, on a du mal à montrer même que vous êtes différents, les gars, ça, c'est important pour tout le monde. Ça, c'est la base du travail, ça, c'est la base du business. Donc, c'est un travail de montrer. Et le troisième, pour moi, c'est le mindset. Et spécialement quand on parle je déteste ça, mais c'est soft skills. Quand on parle de changement de comportement, il y a un blocage naturel parce que les gens n'ont pas envie de regarder au miroir et dire, mais tiens, j'ai besoin d'évoluer. Donc là, pour moi, c'est les trois grosses travails qu'on doit faire. Est-ce que tout ça, c'est dans le cadre
d'une transformation ou d'un alignement à la culture d'entreprise globale? Est-ce que c'est aussi ton rôle de dire, bah ok, tu as dit on est en France, on est à l'étranger, etc., mais on a tous un tronc commun aussi de culture. Est-ce que la formation te permet justement d'aligner une culture d'entreprise plus forte au niveau de toutes ces BU? C'est une belle question. Je regrette de ne pas préparer avant. Oui, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le contraire. Si grâce à la formation, on arrive à avoir une culture de développement, ça peut être un truc, mais aussi parce qu'on a un intérêt de montrer que l'industrie d'hôtellerie, ça c'est quelque chose qu'IAG prend à cœur, de montrer qu'il y a un futur, il y a une carrière dans l'hôtellerie, que la formation prend encore plus de poids. Donc c'est là, parce que si on revient, ok, on ne parle pas de la formation, d'accord, on parle, les gros sujets aujourd'hui des RH et des hôtels s'appellent recrutement. On a de soucis de recrutement dans n'importe quel endroit. Comment la formation aide? En montrant à ceux qui ont envie de travailler chez nous qu'ils ont une carrière, qu'ils peuvent se développer. Là, la formation a un excellent poids. Si tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce que je présente quand je participe des career fairs ou que je fais un séminaire ici ou dans l'école, mon premier point, c'est regarde IAG University. Parce qu'on a un tas de formations qu'on met à disposition pour ceux qui travaillent chez IAG et ceux qui ont envie de travailler dans l'industrie. Donc ça est devenu notre porte d'entrée pour les recrutements, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui, chez nous, c'est la grosse culture IAG, c'est l'hôtellerie, c'est pour tout le monde. L'hôtellerie, il y a un futur dans l'hôtellerie grâce à les développements. Ouais, c'est une tendance aujourd'hui dans beaucoup d'industries. Je l'ai vu aussi récemment dans l'industrie automobile, par exemple, avec la création d'universités d'entreprises très fortes qui sont embarquées comme un élément de marque employeur aujourd'hui et qui permettent aux collaborateurs, aux collaboratrices de se projeter. Ouais. Est-ce que tu penses, par rapport aux difficultés justement de l'hôtellerie, tu disais, j'ai pas des formateurs partout. Est-ce que pour toi, les salariés qui sont en poste sont des formateurs en puissance? Toujours. Moi, je crois réellement que la formation, qu'on apprend tout le temps, qu'on apprend ici, qu'on apprend en échange. Après, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont des formateurs en puissance? Je ne suis pas sûre. C'est pour ça que moi, à la base d'une stratégie de la formation, c'est ce qu'on appelle train de train. Donner des outils, que ça peut être des outils one-to-one ou des outils pour former un groupe à tous les collaborateurs, ou au moins à la majorité des collaborateurs. Et pas que ça soit quelque chose qui est fait en plus du travail. Ouais. Aujourd'hui, ça reste toujours comme ça. Ouais. En plus de ton travail, tu vas être formateur. Et il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui disent, mais non. Mais quelque chose qui, ça devient partie du travail. Pour moi, c'est là qui change. Là, les programmes Train the Trainers, ils sont faits aussi pour n'importe quel salarié qui travaille aujourd'hui chez vous. Il peut avoir accès à cette formation de Train the Trainers. Oui. OK. Et après, suite à ça, il a cette capacité, ça lui permet quoi? Il a la capacité de former ses collègues, d'intervenir dans des sessions de formation. C'est quoi le... Il y a différents moments. Donc, nous, chez IAG, parce que j'ai déjà travaillé avec Train dans toutes les boîtes d'avant, mais chez IAG, ça s'appelle Departmental Trainer. C'est un peu différent. Ça veut dire la personne peut intervenir dans la formation de leur département. Donc, c'est très lié à la fonction qu'il exécute aujourd'hui. Par exemple, quand j'étais chez TAM ou chez Accor, c'était Train de Trainer plus large. Ouais. On parle plus des comportements, moins que la fonction directe. Donc là, par contre, chez IAG, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut s'inscrire. Quand chez TAM et chez Accor, c'était choisi et un groupe limité des gens. Donc ça change. Et les sujets, on est sur de l'expertise métier seulement, ou il y a des soft skills aussi, ou les deux, ou non, c'est que les soft skills? Dans les départements de train, en fait, on travaille les soft skills, parce que la partie technique, nous, on ne connaît pas. C'est à eux de mettre ça en place. Donc, c'est un certificat que vous avez, du coup, Department Train the Department, c'était quoi? Departmental Trainer. C'est pas un certificat, je ne sais pas s'il y a un certificat tel quel, mais oui, il y a un tampon. Donc, vous êtes Departmental Trainer. Et du coup, je gagne quoi
à avoir ce temps en tant que salarié? Il y a toute une animation qui vient déjà en reconnaissance. Ok. Parce que là, on parle quand même des gens parfois qui ne sont même pas managers. Donc, dément, Ouais. c'est quelqu'un qui peut devenir manager parce qu'il a déjà il travaille Ouais. cette compétence de travailler avec les autres. Il y a un groupe, ça on va essayer de mettre en place cette année, c'est un teaser, mais un groupe de nourrir cet apprentissage pour ce département entraîneur, donc networking, à développer différentes C'est compétences. des ambassadeurs, en fait. Oui, ça devient quand même des ambassadeurs. Ouais. Mais c'est plus... et je pense que c'est là qu'on n'a pas encore craqué. Aujourd'hui, ça reste quand même ceux qui ont envie, Ok. qui aiment... On a toujours ceux dans la boîte qui disent « J'adore Ouais. faire la formation, j'adore animer la formation ». Donc, ça reste quand même cette petite communauté-là. Mais comment tu fais si par exemple, je rejoins Hamza, je te contacte pour m'inscrire, mais mon manager ne veut pas. Donc là, tu ne fais pas. Là, tu ne fais pas. Est-ce que ça, c'est pas un point de blocage fréquent aujourd'hui? Je peux pas te dire parce que je suis pas assez engagée, je participe pas dans ce processus d'inscription. Ce que je sais, c'est que ça part toujours des RH des hôtels. Ok. Donc, ce que je ne sais pas, et ça c'est vrai, c'est que si les RH identifient quelqu'un et dit, mais allez, Hamza, je veux que tu sois département trainer, et comme ça, elle parle avec les managers, ça c'est le parcours idéal, elle parle avec les managers, elle parle avec Hamza, est-ce que tu as envie et tout ça, ou si on peut imposer quelque part et dire, j'ai besoin d'un département trainer dans la cuisine, allez. C'est pas pareil. Ok. Voilà, je sais pas. Aujourd'hui, je peux pas dire. Mais pour moi, je pense qu'il faut lancer les trucs. Ouais. Même, il faut lancer, il faut que les gens viennent. Même si les gens viennent et disent, mais c'est nul, fine. Mais ils ont venu, ils ont une opinion, et après, on continue la... Et tu es dans une amélioration continue. Oui, exactement. Top. Exactement. Très bien. On passe au quiz. On va passer au quiz. On passe au quiz. Alors, 10 questions, 45 secondes. Je te laisse. Donc, à chaque fois, on va te dire, je te donne la première. La première, c'est la formation en ligne pour toi, c'est une révolution ou un simple mot. Donc, on va te poser 10 questions comme ça. Ok. Tu réponds tac, tac. OK. Hamza, je te laisse démarrer. Du coup, formation en ligne, révolution ou simple mode? Simple mode. La pause café, véritable pause ou meilleur moment pour réseauter? Meilleur moment pour réseauter. Apprendre en jouant, révolution ou récréation? Pardon, j'ai pas compris. Apprendre en jouant, meilleure révolution ou récréation? Révolution. L'auto-formation sur YouTube, démocratisation du savoir ou bricolage de connaissances? Démocratisation du savoir. Les robots remplaceront-ils les formateurs? Oui ou non? Non. La formation obligatoire en entreprise, motivation ou punition? Motivation. Au moins, ils font des formations. Auto-formation, autonomie ou isolement? Autonomie. La formation, un investissement ou une dépense? Investissement. Les soft skills, indispensables ou juste un terme marketing? Indispensable que le marketing a trop fait, que j'aime pas. OK. La France est-elle un modèle de formation continue? Oui ou non? Non. J'ai juste une question du coup, suite. Là, tu as dit les soft skills, t'aimes pas le terme soft skills. Ouais. Pourquoi t'aimes pas le terme soft skills? Parce que c'est comme si on veut mettre dans une boîte des choses qui ont toujours existé. C'est comme Ok. si on découvre qu'aujourd'hui, il fait qu'on parle d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça fait partie de la nature humaine. Donc, pourquoi qu'on dit... Et on dit comme si c'est la révolution de la formation. Ouais. Ça fait, Ok. tu vois, c'est ça que j'aime pas de soft skills. Ok. Petite question de conclusion, Mariana, toi en tant que DRH, comment tu te formes au quotidien? Moi, j'adore des formations en ligne, des formations que je peux faire à mon rythme. Et j'essaye quand même, au moins une fois par an, d'y aller dans des séminaires ou des conférences, des grosses conférences RH qui me permettent d'entendre qu'est-ce qui se passe, des tendances, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Donc, Top. Très bien. Merci Mariana. Merci merci Mariana. à vous.